Processus de réconciliation nationale, Zéphirin Diabré donne le ton au sein de son parti. Le Parti du Lion vient d'acter le retour sans condition de Ladji Coulibaly qui avait quitté les rangs du parti. Retour officialisé au cours d'une rencontre du bureau politique de l'UPC tenue ce matin. Les Échos en début de journal. Dans ce journal, un coup de projecteur sur la cour royale de Tchébélé, symbole architectural et culturel des Kassena, un patrimoine culturel inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO et aujourd'hui menacé par les intempéries. Pourquoi cet état de fait? Quelle solution pour la préservation de ce site et bien d'autres? Le directeur des sites classés patrimoine mondial sera là pour répondre à nos questions. Et puis 27 millions de dollars pour la famille de George Floyd, des millions pour mettre fin aux poursuites civiles contre la mairie de Minneapolis, une mairie qui a également entrepris une réforme de sa police. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. L'ancien député de l'Union pour le progrès et le changement, Ladji Coulibaly, rejoint les rangs. Un retour sans condition acté ce matin par le bureau exécutif central du parti en conclave ce matin. Un retour comme pour donner le ton au processus de réconciliation nationale conduit par le président du parti, Zéphirin Diabré, Roger Kam et Pascal Kané. Raison pour Ladji Coulibaly, ancien député de l'UPC. Accompagné d'une délégation de la Comoé, sa province d'origine, il annonce son retour à son ancien parti pour, dit-il, continuer le combat politique. Il estime que leur départ est regrettable. Il a contribué à fragiliser l'UPC. Désormais, il va travailler à réparer le tort causé à son parti. En politique, il y a du tout. Mais, toujours est-il que j'ai dit, le parti, c'est une personne morale, mais dirigé par des personnes physiques. Et ce sont les personnes physiques qui doivent se comprendre pour porter haut le flambeau du parti. Et aujourd'hui, moi, Ladji Coulibaly, je suis venu pour dire que l'UPC, je me suis écarté, je ne suis pas parti. Je reviens encore pour souder et faire telle sorte que l'UPC ait son rayonnement d'antan, parce que vous savez combien de députés il y avait. Et aujourd'hui, il n'y a pas de honte à le dire, si je veux, avec la situation nationale, construire le pays tel que je l'ai conçu avant de venir en politique, avant de venir à l'UPC. Donc, si j'étais sincère, je reste. Ça peut avoir des petits coups, mais je reviens. Un retour accepté sans condition par les responsables de l'UPC. Le secrétaire général le met dans le cadre de la réconciliation nationale, mission principale de l'UPC au sein du gouvernement. Le parti a décidé, au vu des responsabilités qui ont été confiées et donc par les autorités, les plus hautes autorités de ce pays, de commencer à faire la réconciliation à l'interne. Vous ne pouvez pas passer le temps à parler de la réconciliation ailleurs alors que chez vous-même la maison brûle. En rappel, suite à des dissensions internes, 13 députés de l'UPC, dont Ladji Coulibaly, avaient créé leur propre groupe parlementaire dénommé UPC-IRD. Sans pour autant déposer officiellement leur démission, les frondeurs se sont présentés sous d'autres bannières politiques aux élections de novembre dernier. Cap Sudori dans le Sahel qui a vu le lancement d'un nouveau projet. Prepare Burkina est le nom de ce projet qui aura comme champ d'action la santé de la reproduction, celle de l'enfant et de la mère et la nutrition entre autres. D'un coût de 5 milliards de francs CFA, Prepare Burkina touchera sur 53 régions du Burkina. Précision avec Bourema Kane et Pascal Lazare Sanou. La préparation pour la résilience au Burkina intervient au Sahel dans la province de Yaga. Ces domaines d'intervention sont la planification familiale, la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, eau, hygiène et assainissement. Nous travaillons, à deux niveaux. Au niveau des formations sanitaires qui constituent notre porte d'entrée, nous avons l'ambition d'abord d'identifier les besoins des prestataires et d'apporter notre soutien en termes de formation, en termes d'outils, en termes d'équipement, afin de leur permettre d'offrir des services de qualité pour la mère et l'enfant particulièrement et la population de façon générale. Au niveau communautaire, les différents acteurs seront également formés, équipés pour pouvoir répondre aux sollicitations en matière de santé, d'eau, d'hygiène et d'assainissement.
Prepare Burkina est mise en œuvre par l'ONG Pathfinder International avec le financement de l'USAID et va coûter 20 milliards de francs CFA. Prévu pour durer 5 ans, le projet couvre 3 régions, l'Est, le Centre-Nord et le Sahel. La chaîne de mobilisation sociale autour du combat contre la pandémie du Covid-19 toujours active. Dernier geste en date, l'ONG allemande HELP qui a fait don d'un lot de matériel et d'équipements médicaux au département en charge de la santé. Valeur du don, 68 millions de francs CFA. Le témoignage de Amadou Ilboudo et bienvenue Tansa. Les équipements sanitaires pour appuyer le département burkinabé de la santé dans la lutte contre le Covid-19. Un don de l'ONG allemande HELP, composé entre autres de lits d'hospitalisation, des tables d'examen et des oxymètres de pouls. Depuis 12 ans, nous travaillons au Burkina Faso dans le domaine de renforcement du système sanitaire et aussi dans le relèvement des populations vulnérables en général. Nous avons pensé, avec l'amènement de la Covid, qu'il est très important de rester dans cette stratégie pour laisser quelque chose qui est durable et qui va servir au-delà, espérons-le, après la fin de la pandémie de Covid. Cet appui vient combler un tant soit peu un déficit dans l'offre de soins de santé dans les formations sanitaires burkinabais, se réjouit le ministre de la Santé. C'est un événement heureux ce soir parce que des partenaires sont venus renforcer les capacités du ministère de la Santé pour lutter contre la maladie en cette période de riposte contre la Covid-19. Donc c'est un événement très heureux pour nous car ce soir nous avons reçu un lot d'équipements biomédicaux qui vont permettre aux formations sanitaires d'améliorer leur capacité de riposte contre non seulement la Covid-19, mais la maladie en général. D'un coût de plus de 62 millions de francs CFA, ce geste est une illustration des bonnes relations de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso, selon les donateurs. Quelle lecture font les promoteurs immobiliers de la circulaire du ministère en charge de l'urbanisme portant suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière? Cette circulaire n'est pas synonyme d'interdiction ou d'arrêt des travaux selon ces acteurs qui ont animé hier une conférence de presse. Le compte-rendu de Amadou Ilboudo et bienvenue Tansa. Pointés du doigt pour faire d'accaparement de terre, ces promoteurs immobiliers qui disent parler au nom de tous leurs pairs s'en défendent. Si vous prenez tous les axes de Ouagadougou, c'est les Ouagadais qui ont acheté qui ne font pas immobilier. Mais pourquoi un promoteur immobilier, il paye 3 hectares, il a tous les 8 problèmes à résoudre. Moi je crois que l'accaparement de terre, pour répondre clairement, c'est tous les Burkinabés. Aucun promoteur n'ira, à part ce que la loi a prévu, que l'État peut te céder. Voilà. À part ça, aucun promoteur ne peut aller mobiliser le foncier sur le patrimoine foncier de l'État, ni les collectivités territoriales. Dans une circulaire datée du 9 février dernier, le ministre en charge de l'urbanisme suspendait le traitement des dossiers de promotion immobilière, mais pour Eugénie Kiema et ses camarades, il ne s'agit ni d'une interdiction ni d'un arrêt de leurs activités. Si vous vous rappelez, nous en tant qu'acteurs du premier plan, nous avons eu à dénoncer le non-traitement des dossiers. Nous avons eu même à introduire des correspondants à presque tous les ministres de la scène du traitement, demandant un inventaire des dossiers non traités. Nous l'avons demandé. Donc aujourd'hui, si le nouveau ministre vient suspendre temporairement pour mieux voir, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de son écrit de la circulaire parce que nous l'avons demandé à un moment donné. Ces promoteurs immobiliers disent réaffirmer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de construction de logements, mais aussi pour l'appurement du passif foncier ainsi que les opérations de restructuration. Les bienfaits, mais aussi les effets pervers des technologies de l'information et de la communication enseignées aux femmes de la ville de Ouagadougou. Une éducation aux TIC voulue pour elles par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés pour une utilisation judicieuse de ces technologies. Les échos de la rencontre de sensibilisation avec Vincent Kendrebe-Ougo. Soutire des informations sensibles à sa copine, les divulgue et doit finir en prison. Le sketch est joué devant des centaines de femmes qui participent ainsi à un séminaire d'information et de sensibilisation à la protection des données personnelles. Et c'est la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, qui organise la formation. Toutes les femmes utilisent les téléphones portables, elles ont leurs données dessus.
pour échanger, pour commercialiser leurs produits. Donc il est opportun que nous puissions les accompagner par un encadrement, par des conseils pratiques, afin qu'elles puissent travailler en toute sécurité pour leur épanouissement. Ce séminaire a lieu dans le cadre de la célébration du 8 mars qui, cette année, s'est intéressé à l'inclusion financière des femmes dans les TIC, d'où la collaboration du ministère en charge de la femme. Nous pensons que c'est un thème de sensibilisation qui va venir accompagner et renforcer donc les connaissances donc, de ces femmes pour qu'elles puissent effectivement s'intégrer dans le numérique pour améliorer leurs activités de commerce. Les femmes ne sont pas du tout en marge des outils informatiques et des plateformes numériques. Ici, on encourage les participantes à faire bon usage de ces outils qui peuvent rapporter gros autant qu'ils peuvent provoquer des scandales. Fin de formation de 100 jeunes dans divers domaines qualifiants. Issus de milieux défavorisés, ces jeunes avaient reçu des bourses du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. En fin de formation, donc, ils ont reçu de quoi commencer une activité génératrice de revenus. Kit d'installation remis en présence de Lamine Karantao et Karim Sissi. Reçoit ici, des mains du ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, son kit d'installation. Un matériel qui va lui permettre de mener sa propre activité, à savoir l'aviculture. Une activité dont les B.A.B.A. lui ont été enseignés au Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso, CFPIB. Je fais l'élevage, mais bon, comme les moyens me manquent, aujourd'hui je suis très fière parce qu'à travers cette aide, je suis très contente, ça va beaucoup m'arranger, ça va beaucoup m'aider. Tout comme cette dame, ils sont au total 100 jeunes issus des milieux défavorisés à bénéficier d'une bourse de formation en électricité bâtiment, en installation d'antennes paraboliques, en réparation de téléphones portables, en maintenance informatique, en froid et climatisation, en aviculture, en carrelage et pavage. Une formation rendue possible grâce au ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à travers le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. La formation professionnelle coûte cher. Les jeunes veulent, mais ils n'ont pas les moyens. C'est de voir comment on les accompagne. Et dans cet accompagnement, c'est un accompagnement total, c'est une subvention à 100%. Voilà, ce qui est un peu contraire à nos pratiques, mais le gouvernement a autorisé qu'on puisse aller dans ce sens pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la formation. Et si nous continuons donc dans cette lancée, nous sommes convaincus que tôt ou tard, nous allons donc résoudre donc le problème du chômage au niveau donc du Burkina Faso. C'est un début, c'est une lancée. J'invite tous les jeunes à avoir donc l'espoir, même là où les jeunes n'ont pas encore eu cette formation-là, cette possibilité d'avoir cette formation-là, ils n'ont qu'à garder l'espoir que le gouvernement donc cette lancée-là vise donc à promouvoir donc la formation à tous les niveaux. À noter que la formation dont la clôture officielle se tient actuellement s'est déroulée du 16 novembre au 24 décembre 2020 au CFPIB. Dans la page culture de ce journal, les FAMA, les FASO Music Awards, annoncés pour le 20 mars prochain, les organisateurs étaient devant la presse pour dévoiler la liste des nominés. Découvrons-les dans ce compte-rendu de Salif Belem et bienvenue Tamsa. Au Grand Prix des FASO Music Awards 2021, Freeman Tapili, artiste reggae, Honoré Bambara, promoteur de Miss Université, et KPJ, conteur, écrivain et metteur en scène. C'est l'annonce faite ici par les promoteurs de l'événement. Dans la catégorie des prix principaux, un promoteur phonographique verra ses mérites de l'année 2020 récompensés. Les réalisateurs de vidéoclips, les graphistes, les promoteurs de spectacles, les managers, les arrangeurs, les artistes, les journalistes culturels ne sont pas en reste dans cette tribune de récompense des acteurs de la filière musique qui se sont illustrés notamment de par la qualité de leur production au cours de l'année écoulée. Puis interviennent les prix spéciaux au nombre de 5. Ils célèbrent la meilleure chanson de sensibilisation sur la Covid-19, un jeune maître de cérémonie pour ne citer que cela. Les 8e éditions des FAMA, ce sont 3 jours d'activité, soit du 18 au 20 mars prochain.
Au menu, un panel sur le thème « L'art et la culture, facteurs de résilience », les FAMA offrent un espace dédié aux artistes en herbe et la grande cérémonie de récompense prévue le 20 mars prochain à Ouagadougou. Allons à présent à la cour royale de Thiébélé dans le Naouri. Le site culturel inscrit sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO est aujourd'hui menacé par les intempéries qui ont eu déjà raison de certaines cases. Le constat est fait pour nous par Césaire Carrefour et Amadou Marcel Tou. Symbole de la culture Kassena en pays Gourouzi. Bienvenue dans la cour royale de Thiébélé. À votre attention, il faut éviter de marcher sur les pierres que vous avez là à l'entrée de la cour royale. Là, vous avez des regroupements de pierres sacrées qui représentent des tournes pour les différents petits chefs et les notables qui sont dans le village de Thiébélé. Lors des réunions, chaque petit chef, c'est là où il doit aller s'asseoir. Mais par contre, les pierres que vous avez sous l'arbre sont réservées aux membres de la cour royale. Donc si tu n'es pas issu de la famille royale, tu ne t'asseyes pas sur ces pierres-là. L'arbre que vous aviez par là, c'est le figuier rouge, qui symbolise la puissance de la chefferie Kassena. Dans les traditions Kassena, c'est que devant la cour royale qu'on retrouve un figuier. Le temps de se conformer au protocole relatif à la tradition avec les notables de la cour, et nous voilà dans le palais. La cour royale est toujours habitée. Aujourd'hui, nous recensons plus de 400 personnes qui vivent dans cette enceinte. Et ces personnes sont réparties en 54 petites familles avec 126 cases. C'est aussi une cour royale qui s'étend sur 1,5 hectare. L'homme se charge de la construction de la case Kassena et c'est la femme qui est chargée de les décorer. Donc les décorations que vous avez sur les murs sont faites par les femmes Kassena. Dans les traditions Kassena, dans le temps, on disait la case d'une femme qui n'était pas peinte. Cette femme n'est pas à la hauteur de connaissances sociales. Donc toutes les femmes cherchaient à décorer leur case. Des cases en 8 carrés ou rondes, on en trouve dans la cour. Chacune construite dans le temps pour des besoins de sécurité. Les cases en 8 ont ces entrées-là, des entrées si basses avec un muret. C'est avec l'évolution où le muret que vous voyez par là a été cassé. Sinon ce petit muret devait avoir l'auteur de la porte principale. C'était des cases que les Kassena ont construites pour se défendre. Parce que dans le temps, il y avait des animaux féroces qui dévoraient les gens dans les concessions. Et avec ce petit mur, l'animal n'arrivait pas à faire un double saut. Et aussi, on avait les guerres tribales, les Djerma qui venaient du Niger pour nous attaquer. Et avec ce petit mur, l'ennemi qui était de dehors, quand il envoyait une flèche, le mur retenait la flèche. Et pour l'ennemi, quand il finissait de flécher, s'il persistait pour entrer dans la case, il fallait faire jusqu'à 3 mouvements. S'accroupir, se redresser et enjamber avec la tête que tu envoies en premier lieu. Et là, le chef de famille a son siège à côté avec une machette où quand il voit la tête, il pouvait la couper facilement. Une architecture propre au Kassena, menacée de nos jours par la nature, mais aussi par l'action de l'homme. Des cases effondrées ou décapées, la cour royale de Thiébélé est presque délabrée. En 2018, nous avons eu un financement d'une fondation, la fondation Kyomo de Monaco, qui nous ont aidés à repeindre la cour. Et c'était à une très grande hauteur. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ça n'a même pas eu d'impact. Or que dans le temps, c'est 3 ans. Et nous tirons maintenant à une 3e année. Ça pouvait rester toujours. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Et même il y a les pluies qui viennent tôt. Ça fait que les peintures, ça ne tient pas. Et aussi, il y a les produits que les gens utilisent dans les champs. Ça dénature un peu l'argile. Donc ça fait qu'elle n'est plus de la bonne qualité. Même aujourd'hui, pour trouver de la bonne qualité l'argile, il faut se déplacer dans des kilomètres et des kilomètres pour avoir ça. Et c'est vraiment pas une grande quantité qui peut suffire pour les cases. À cela s'ajoute l'impact de la crise sanitaire où les touristes se font de plus en plus rares. Il faut donc réagir et vite. Quand on sait que la cour royale de Thiébélé est déjà inscrite sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO. Avec nous sur ce plateau, M. Léon Ki, directeur des sites classés patrimoine mondial. Bonjour M. Ki. Bonjour Mme Coulibaly. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous venez de suivre avec nous ce reportage où il est vraiment question de l'état de délabrement de ce site. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait-là? Bon, disons que pour un bien, surtout pour le site de Thiébélé, c'est un patrimoine vivant. Un patrimoine vivant, et ça veut dire que c'est un patrimoine qui est dynamique. Et la cour royale, elle est habitée
étant habité, lorsque les hommes ne l'entretiennent pas convenablement, il va de soi que ça disparaisse à un moment. N'oublions pas également que ce sont des matériaux périssables. On a parlé de l'argile, et si l'argile n'est pas entretenue avec l'effet de l'eau, et les pluies éventuellement, tout cela se dégrade. Donc c'est ce qui amène, en réalité, si je vais résumer, c'est le manque de soins et le fait que la cour n'entretient pas normalement les bâtiments, c'est ce qui nous amène à cet état de fait aujourd'hui. Mais si je comprends bien, l'entretien revient à la cour. Est-ce que le ministère en charge de la culture a une politique en la matière d'entretien? Parce que Tchébélé n'est qu'un exemple, il y a plusieurs sites qui se retrouvent souvent dans cette situation de délabrement ou de dégradation. Oui, bon, j'allais commencer même au niveau macro déjà parce que l'État parti du Burkina Faso, après donc l'ordonnance de 1985, a pris la loi 024 donc du 13 novembre 2007 pour protéger tout ce qu'il y a comme patrimoine. Et on est allé au-delà parce qu'il y a une loi, mais il faut des décrets généralement pour pouvoir mieux appliquer les lois. Et il y a eu donc les décrets donc de 2014 qui, d'une part, inscrit les biens sur la liste nationale et d'autre part, porte les biens. Ce n'est pas sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est la liste indicative du Burkina Faso au niveau donc de l'UNESCO. Et c'est souvent la confusion que nous faisons. Donc, une fois que nous avons porté les biens sur notre liste, en ce moment, l'État peut déployer un certain nombre d'actions. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'années, nous accompagnons la Cour royale à bien protéger ce patrimoine. Et rien que l'an dernier, nous y étions encore pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle les plans de gestion. Les plans de gestion, c'est un outil que nous allons mettre en place pour pouvoir définir le rôle de tout un chacun dans la conservation de ces biens et voir quelles sont les ressources, comment mobiliser ces ressources pour pouvoir mieux gérer ces biens. Donc, c'est ce qu'il y a actuellement comme action que nous menons. Mais vous avez tantôt parlé de la liste indicative du Burkina au patrimoine de l'UNESCO. Vous en êtes où aujourd'hui en ce qui concerne Tchébélé? Bon, pour Tchébélé, je disais qu'avec les décrets donc, de 2014, nous avons inscrit les biens. En fait, c'est dans le processus de porter les biens un jour sur la liste du patrimoine mondial. Puisque au niveau de l'UNESCO, il faut que l'État parti montre d'abord qu'il a des biens, et des biens qui sont très importants, et ces biens doivent faire au moins une année sur cette liste. Donc nous avons porté ces biens sur cette liste-là pour pouvoir donc démontrer. Et une fois que, depuis que nous l'avions fait depuis 2014, nous sommes dans le processus de rédaction donc de la proposition d'inscription. En fait, c'est une proposition et il nous revient de convaincre le comité du patrimoine mondial pour dire que ces biens a une valeur universelle exceptionnelle susceptible d'être transmis de génération en génération. Donc c'est dans cette optique que nous sommes inscrits actuellement. Plutôt avancé ou pas? On a vu que le site des hauts fourneaux de Kaya ou de Yako ont été inscrits. La prochaine étape, c'est laquelle? Est-ce qu'il s'agira de la Cour royale de Tchébélé ou vous êtes à quel niveau? Oui, nous sommes, ça fait partie de nos priorités de cette année. Et dans le processus, il faut d'abord faire la proposition, aller amener ça au niveau du centre du patrimoine mondial pour qu'on vérifie, pour voir si toutes les informations y sont. C'est ce que nous faisons actuellement. Et nous avons fait un draft et si tout va bien d'ici à septembre, nous allons soumettre donc ce projet. Et une fois que le centre du patrimoine mondial aura vérifié, ils vont nous ramener le dossier courant novembre par là et nous allons compléter pour pouvoir déposer. Si le dossier est prêt, nous pourrons déposer en janvier 2022 si tout va bien. Mais il y a le mais qui est toujours là, il faut qu'il ait les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Parce qu'on dit l'argent est le nerf de la guerre. Et un dossier, ce n'est pas juste la description, mais il y a un certain nombre d'études, parce que j'ai parlé de valeurs universelles exceptionnelles. Il faut démontrer que le bien, il est unique. Il est si important qu'il est nécessaire que toute la communauté internationale reconnaisse ces biens donc comme lui appartenant. D'où la nécessité donc des ressources pour pouvoir faire le travail.
Merci pour toutes ces informations. Un dernier mot si vous en avez. Pour ce que je dirais en mot de conclusion, c'est qu'un patrimoine, il ne revient pas seulement à l'État de gérer un patrimoine. Un patrimoine, c'est pour tout le monde. Et les cas de la Cour royale, peut-être que certains seront choqués de voir que c'est mal géré. Il y a des cases qui sont tombées. Mais c'est un peu comme au niveau de la RTV ici. Si le plateau commençait à suinter, est-ce que vous allez attendre pour dire qu'il faut que les ministères, les bénéfices déboursent de l'argent pour que vous puissiez le faire? Du moment où un certain nombre de personnes vivent déjà dans la cour, il leur revient en premier chef de chercher donc à maintenir les biens avant que l'État ne vienne en appui. Donc l'invitation, c'est que c'est à tout un chacun de s'impliquer dans la gestion de notre patrimoine, parce que c'est avant tout notre identité. On n'a pas suffisamment de temps, certainement qu'on aura un autre cadre. Nos sociétés avant, on disait que c'était des sociétés sans écriture. Mais quand vous prenez l'architecture Kassena, vous verrez qu'il y a des signes. Et ces signes traduisent la vie quotidienne, ça traduit tout ce que nous menons comme activité. Et il y a tout un message qui est transmis dedans. Et ce sont ces choses qui sont tellement importantes, et c'est si important qu'il revient donc à toute la communauté de s'associer et de pouvoir transmettre donc ce patrimoine. Et grand merci à vous, les hommes des médias, qui transmettez également, parce qu'il faut que les gens connaissent ce patrimoine avant qu'ils ne s'impliquent davantage dans la protection. Donc c'est le mot que j'avais, remerciement, et l'invite à l'implication de tout un chacun. Et merci pour toutes ces informations. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal, suite qui nous amène aux États-Unis avec cet accord dit historique qui vient d'être conclu entre la mairie de Minneapolis dans l'affaire George Floyd. La mairie s'engage à verser 27 millions de dollars à la famille du noir américain pour mettre fin aux poursuites aux civils. Un accord à l'amiable, le plus important de l'histoire des États-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentés pour une mort imputable à une faute, a été trouvé entre la famille de George Floyd et la ville de Minneapolis. Nous savons qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais répondre à la douleur et au traumatisme intense causé par la mort de George Floyd à sa famille et à tant de personnes de notre communauté qui sont en deuil. Minneapolis a été fondamentalement changé par ce drame et le calcul racial. Je remercie l'État du Minnesota pour cet accord. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Bon week-end en compagnie de nos programmes.